Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire qui va porter sur un secteur à la fois essentiel et stratégique, le secteur de la branche de l'eau et de l'assainissement. Et un secteur que on va travailler autour de l'étude prospective qui a été menée pendant plus d'une année au sein de l'Observatoire ACTO. Donc, je suis Sandra Leroll, responsable du pôle Observatoire au sein de ACTO, votre opérateur de compétences, et je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire. Et pour démarrer, un chiffre clé pour mettre en perspective ce webinaire, 1 litre d'eau sur 5 et n'arrive pas, on va dire, dans vos robinets. En gros, ça veut dire que le rendement moyen dans le réseau est de 81% et 19% de fuite dans le réseau d'eau potable. Donc, dans ce contexte de raréfaction de ressources où l'eau est un bien public relativement précieux, on peut dire, il est vraiment crucial aujourd'hui d'adapter les infrastructures et également les modèles de gestion et tout ça misé sur la formation pour pouvoir accompagner les professionnels du secteur à relever les défis économiques, environnementaux et réglementaires auxquels la branche de l'eau fera face. Donc, pour en parler, j'accueille aujourd'hui les représentants de la branche, 2 représentants de la branche qui siègent au sein de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, à mes côtés, Julien Durando qui représente le collège salarié et Christelle Ross qui représente le collège patronal. Et également avec nous, Erwan Tison qui a piloté cette étude tout au long de l'année 2025, voire 2024. Donc, du coup, sans tarder, on va passer la parole aux partenaires sociaux pour qu'ils puissent nous présenter leur branche. Donc, du coup, Julien Durando, est-ce que vous pourriez, en 2 minutes, 2 minutes chrono, nous dire, nous décrire votre branche? Merci Sandra, bonjour à tous. La branche de l'eau et de l'assainissement compte environ 42 000 personnes, 42 000 salariés, avec une croissance à peu près de 3% sur les derniers chiffres qui ont été observés en 2017. Au niveau entreprise, c'est 510 entreprises qui sont réparties avec des établissements à l'intérieur. Donc, une entreprise peut avoir plusieurs établissements. Et les établissements, on en quantifie au nombre de à peu près 1300. Elles sont majoritairement au niveau des très petites entreprises sur le territoire. Et il y a 3 grosses entreprises, Suez, Veolia, Essor, qui concentrent à elles 56% de l'activité. Depuis 2018, le chiffre d'affaires progresse au niveau du secteur. Il est porté par le traitement des eaux usées, le recyclage des déchets issus de l'épuration de l'eau sale et la valorisation via, par exemple, la méthanisation. On peut également citer l'énergie globalement. D'après les projections qui sont faites, on peut noter que ça va continuer à se poursuivre et donc cette dynamique va s'observer jusqu'en 2030, il semblerait. Face à ce constat, il y a aussi des difficultés. On a des difficultés de recrutement, des tensions vis-à-vis de certains métiers. On a des manques de candidatures, on a des manques d'attractivité des métiers, il y a des orientations qui sont insuffisantes. Donc, pour autant, on a des métiers qui sont très variés, en passant par la production de l'eau, la distribution de l'eau, la collecte des eaux usées, le traitement, la valorisation, tout ce qui est relations clientèle. On a également tout ce qui est administratif et fonctions support. On peut noter la recherche, l'innovation, la maintenance, il y a le commerce, il y a les comptables, enfin, comme toute entreprise.
Et pour finir, peut-être faire un focus sur le profil des salariés. On a une majorité d'hommes, 74%, avec un âge moyen de départ à la retraite à 61 ans. Voilà. Par rapport à ce décalage sur les hommes et les femmes, dans les grosses entreprises, on a des accords sur l'égalité homme-femme. Par contre, dans les petites entreprises, il y a encore des difficultés et il faut essayer de justement mettre en place ces accords pour favoriser l'égalité entre les hommes et les femmes. Merci Julien. Je vais me retourner maintenant vers Christelle Ross. Bonjour à tous. Voilà, toujours le même exercice, 2 minutes, hein, pas bien. plus, pour pouvoir Ouais, décrire votre branche. Maintenant, on va dire un volet qui est cher en fait à la branche, celui de la formation. Comment vous pouvez nous éclairer en fait sur les pratiques de formation au sein de cette branche? Alors, déjà, bonjour à tous. Effectivement, au niveau de la branche, la formation progresse. C'est quelque chose qui est à noter. Pour autant, on a besoin de renforcer certaines actions et certains dispositifs. Aujourd'hui, nous avons, au niveau de la branche, 3 grands dispositifs majeurs. Le premier, c'est effectivement l'alternance, un levier on n'a plus besoin de démontrer aujourd'hui pour l'ensemble des employeurs et des entreprises, levier donc très bénéfique pour non seulement recruter, former des jeunes publics donc sur nos métiers, alors jeunes publics et d'autres cibles également, hein, puisqu'on voit bien qu'on fait du contrat de professionnalisation aussi en fonction des statuts des publics que l'on peut accueillir dans nos sociétés. Le deuxième levier ou dispositif de formation existant et qui est à destination plutôt des entreprises de moins de 50 salariés, c'est effectivement le plan de développement de compétences. Donc, ce dispositif-là, sur les derniers chiffres que nous avons, a formé plus de 1800 stagiaires. Je crois que c'est une référence de 2022 par rapport à ces chiffres-là. C'est essentiellement des formations sur le champ de la sécurité, du critère plutôt obligatoire de l'employeur. Donc, on va y retrouver des habilitations électriques, des CACES, du CATEC, tout ce panel de formations dites obligatoires. Et le troisième dispositif avec lequel nous arrivons à faire des actions intéressante pour la montée en compétences donc de nos collaborateurs, c'est la partie FNE. Donc c'est vrai que le FNE, donc le Fonds national de l'emploi, sur les derniers chiffres, a accompagné plus de 1200 stagiaires et se concentre sur 2 thématiques principales dans nos dernières statistiques, le management et la transition numérique. Voilà. Merci Julien et Christelle pour ces éclairages précis. Je vais quand même revenir 2 minutes sur ce chiffre de 81% que j'évoquais tout au début de ce webinaire, parce que ce chiffre nous parle quand même, notamment, il y a quand même des enjeux autour de ce chiffre-là, des enjeux, on va dire, de ressources humaines, des enjeux réglementaires qui traversent la branche. Et en fait, ce qu'il faut constater, c'est que derrière chaque litre d'eau distribuée, ce sont des compétences qui sont mobilisées, ce sont également des choix d'investissement à arbitrer et bien entendu des obligations à respecter. Donc, pour mieux saisir en fait la réalité du sujet, nous accueillons également Erwan Tison, comme je le disais, qui a piloté cette étude sur la prospective de la branche de l'eau et ses impacts sur les métiers. Donc, du coup, je rappelle que cette étude, a été portée. Elle est à l'initiative de la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation. C'est une commission qui est composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives de la branche, à savoir le FP2E et de 4 organisations syndicales. Alors, je vais regarder mes notes parce que là, je ne veux pas faire de bourde. La CFDT, la CGT, la CFE, CGC et FO, qui est présidée actuellement par Kenza Fouti, qui doit être certainement en train de nous regarder. Donc, je rappelle encore une fois que c'est une étude qui est à l'initiative de la branche professionnelle. Alors, Erwan, on va t'écouter maintenant, hein, toi qui as piloté cette étude. Qu'est-ce qui ressort de cette étude et quelle est la trajectoire que cette étude prévoit pour la branche des services d'eau et d'assainissement? Merci Sandra, bonjour à toutes et à tous.
Alors déjà, effectivement, pourquoi une étude prospective? Déjà parce qu'effectivement, c'est une des missions statutaires des OPCO et c'est une des missions maintenant des branches depuis 2018, mais aussi parce que vous connaissez la maxime du journaliste Émile de Girardin, gouverner c'est prévoir, et nous il se trouve qu'on aime bien prévoir chez Acto. Et donc l'idée c'est de se dire qu'on ne peut pas piloter une activité, on ne peut pas aider la branche à décider avec ses entreprises de comment orienter son plan de formation ou son activité sans savoir un peu de quoi l'avenir sera fait. Donc, on a mené une étude pendant plus de 2 ans. D'ailleurs, on a été accompagné par un prestataire, le cabinet Actesis, on le remercie pour ses travaux et pour son accompagnement, pour essayer de voir un petit peu de quoi sera fait l'avenir de la branche. Alors, premièrement, et ça transparaissait un petit peu dans les premiers propos que vous avez cités, et on en reviendra un peu plus après, mais la branche aujourd'hui, elle est soumise quand même à un double impératif. Premièrement, il y a un impératif de réglementation qui est très fort, imposé par les donneurs d'ordre et qui vous oblige quasiment annuellement à vous mettre en conformité avec le droit et puis avec notamment les exigences légales. Et donc, face à cet impératif de conformité, la plupart des entreprises, la branche en fait, se saisit notamment de l'outil technologique. À 2 titres. Premièrement, pour simplifier ses process, donc ça va être par le recours à l'intelligence artificielle, à tous les différents outils numériques, mais aussi en développant de nouvelles activités pour satisfaire les exigences réglementaires. Ça va avec ce que Julien expliquait avant, notamment tout ce qui peut concerner à la fois la méthanisation, mais aussi le recyclage des boues, d'épuration, etc. Oui. Et donc, on a possiblement, donc sous ces 2 forces motrices, des effets sur l'emploi qui sont déjà presque perceptibles. Pourquoi? Parce que ça oblige la plupart des emplois, notamment les emplois d'agents, les métiers de techniciens, etc., à monter fortement en compétences, à tel point que nous avons des intitulés aujourd'hui dans la cartographie de formation qui sont identiques à des intitulés de métiers qu'on avait il y a 15 ou 20 ans, mais dont le contenu en compétences, c'est diamétralement différent et singulièrement opposé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une montée en compétences qui s'opère de manière très importante de la part des agents et des techniciens, également des responsables, pour satisfaire cette demande-là, et qui aujourd'hui n'est pas encore satisfaite. On y reviendra après pourquoi. Et deuxièmement, l'effet sur l'emploi, c'est aussi la sensibilisation de quelques emplois. On en a identifié 2 dans notre étude. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Il y a des métiers, notamment les métiers d'agent de relève et les métiers de chargé de relève et les métiers de chargé de relations clients, qui aujourd'hui n'offrent pas une pérennité, on va dire, des plus florissants. Donc concrètement, dont les effectifs sont attendus en baisse dans les prochaines années. Et donc nous, à partir de ça, qu'est-ce qu'on a fait? Premièrement, on a regardé un petit peu si l'offre de formation existante était satisfaisante pour opérer la montée en compétences des agents et des techniciens en place. Et il se trouve que c'est un enjeu pour la branche à venir, c'est-à-dire que l'offre de formation actuellement sur le territoire, que ce soit en termes d'intensité ou de densité, n'est pas satisfaisante. Donc concrètement, il n'y a pas encore, pour la plupart des métiers qui deviennent de plus en plus techniques, l'offre de formation adéquate. Ce qui est d'ailleurs une des missions de la branche et auquel Acto, en tant qu'OPCO, va participer pour améliorer ce point-là. Et deuxièmement, pour les métiers qui sont justement considérés comme sensibles, ça fera l'objet d'une dernière partie que Anselme vous dévoilera et que je ne veux pas spoiler tout de suite, mais on a montré en fait qu'il n'y avait pas de fatalité justement à la disparition de ces métiers-là. Et qu'au contraire, en capitalisant sur les compétences recyclables de la plupart de ces actifs-là, parce qu'il y a une connaissance déjà de l'environnement, mais il y a aussi les compétences qui sont à capitaliser, et ben on pouvait créer des parcours de formation presque à la carte, grâce notamment aux parties prenantes de la branche, pour ventiler les salariés en question vers des métiers à une pérennité beaucoup plus stable. Donc en gros, assurer l'avenir professionnel du salarié et pas forcément de l'emploi en question. Donc cette étude-là, on a mis aussi en avant, petit point pour terminer, la dichotomie très importante qui existait de formation actuellement dans la branche. Il y a un taux de recours à la formation non obligatoire qui est plus de 70 points supérieur pour les grandes entreprises de plus de 250 salariés par rapport aux entreprises de moins de 49 salariés, ce qui peut poser un souci, là aussi, encore une fois, dans un environnement très mouvant, notamment d'un point de vue réglementaire, en termes de mise en conformité. Il y a un risque de décrochage entre les petites entreprises, les petits sous-traitants par rapport aux grands donneurs d'ordre, surtout dans une réglementation qui, encore une fois, on le cite dans l'étude, connaît presque un règlement ou une loi nouvelle de tous les ans. Donc là-dessus, il y a un effort aussi à faire. Donc, si je devais résumer, nous, ce qu'on dit, c'est que la branche de l'eau est une branche qui est en mutation profonde. Les métiers de l'eau n'ont plus grand-chose à voir avec en termes de fonction par rapport à ce qu'on avait il y a 20 ou 30 ans. C'est une branche qui a une croissance extrêmement forte. On anticipe pour d'ici 2030 une croissance de la branche à plus de 3% par an
pour l'activité des entreprises, c'est 2 fois la croissance projetée de l'économie française. Donc il y a quand même une progression qui est très importante et très forte pour la branche, mais du coup qui l'oblige à la fois à faire une forte montée en compétences, à augmenter ses propositions, ses solutions de formation en intensité et en géographie, et à homogénéiser le taux de recours à la formation professionnelle. Donc encore une fois, un avenir florissant pour les secteurs de l'eau, à condition qu'on mette le paquet sur la formation. Merci Erwan. Merci. Mais est-ce que là-dessus, lorsqu'on a préparé ce webinaire, tu insistais notamment sur l'insuffisance de la couverture de l'offre de formation sur certains territoires. Est-ce que tu peux nous en dire plus de façon à ce que s'il y a des participants au niveau des régions qui nous regardent, qu'ils puissent voir à peu près quels sont les métiers qui sont concernés par cette insuffisance d'offre de formation, mais également dans quelle région ce sujet est le plus en plus prégnant? Bien sûr. Alors, premièrement, les principaux métiers qui sont en insuffisance de formation, ce sont les métiers d'agent. Donc là-dessus, on a clairement des formations qui sont autour du bac ou jusqu'à bac+2 qui sont en demande forte, hein. On a beaucoup de BTS, du coup, entre CAP et BTS qui sont en besoin, en demande. Les principaux territoires, concrètement, c'est les régions qui ont des forts besoins d'activité d'eau. On va citer par exemple la PACA, on va citer l'Ora, on va citer la Corse et surtout, on va citer aussi tous les territoires d'outre-mer qui ont un besoin en formation qui est de l'ordre de quasiment, il leur faudrait 3 fois plus d'offres de formation que ce qu'on a aujourd'hui en besoin projeté. Donc, les métiers d'agent sont en forte demande. Les métiers de techniciens, certains, notamment les métiers de technicien de méthanisation, il y a un besoin plus accru parce qu'en plus, c'est un nouveau métier. En tout cas, c'était un métier qui demande une technicité nouvelle. Et après, sur les métiers de responsable, sur les métiers de cadre, l'offre est plutôt bien satisfaite, à part à 2-3 exemples près, notamment le métier d'ordonnanceur. On a justement le métier d'automaticien aussi. C'est des métiers un peu plus techniques, des métiers émergents, ou c'est des métiers qui ont besoin d'un savoir-faire auquel les structures de formation n'ont pas encore su répondre de manière parfaite. C'est en cours, hein. Il y a des endroits où on voit effectivement qu'on est en train d'atterrir. Ansel, on parlera après, mais on a aussi des opérations Nouvelle-Aquitaine qui montrent qu'en fait, le tissu local est en train justement de se saisir de ces problématiques-là. Mais pour résumer, les régions qui sont en forte intensité d'activité d'eau sont celles qui ont fortement besoin d'augmenter leur intensité en formation et avec un effort national placé principalement sur les métiers d'agent et les métiers émergents. Merci Erwan. On va passer maintenant plutôt à un échange entre vous deux, entre Julien et Christelle. Oui. Maintenant qu'on a dépeint, on va dire le paysage sectoriel de cette branche en termes d'économie, en termes de formation et en termes de prospective, on va plutôt se recentrer, on va dire, sur l'étude elle-même. Je vais commencer par Christelle Ross. Est-ce que, au vu des résultats de cette étude, vous avez été surpris par comment dire, par la prospective, par la transformation, par les impacts de cette transformation sur votre activité? Est-ce qu'il y a un élément qui a particulièrement retenu votre attention et comment vous, en tant que branche, vous imaginez en fait votre branche d'ici quelques années au regard de tout ce que vient de présenter Erwan à l'instant? Alors déjà, merci Erwan pour la clarté des propos et la présentation de cette synthèse de l'étude. Clairement, au niveau de la branche, on n'est pas surpris des résultats. Ça reflète précisément ce que nos collaborateurs de terrain ressentent, hein, clairement. On a aujourd'hui, sur les prochaines années, voilà, de grandes décisions structurelles et décisions également d'entreprise, hein, à entreprendre pour répondre à toutes ces transitions, à tous ces changements. On a des collaborateurs qu'on va devoir accompagner dans ce changement, puisque c'est quand même aussi la philosophie de la formation, dès lors qu'on a besoin voilà, de pourvoir à des postes en mobilité interne, c'est accompagner les salariés aussi sur le champ de la formation. On a des sujets qui sont beaucoup plus liés, donc on se le disait, à la transition hydrique, donc les sujets liés à l'eau potable, à la dépollution, tous ces sujets de réutilisation des eaux usées, qui vont nécessiter, a fortiori, une montée en compétences de nos collaborateurs, donc à accompagner toujours sur le champ de la formation. Heu, pour cela, effectivement, l'accompagnement passera
également par une forme d'anticipation. Donc nous, c'est vrai que de notre côté, on est déjà en ordre de marche par rapport à ces sujets-là, et c'est en ça que je dis qu'effectivement, on n'a rien découvert de par l'étude, mais en tous les cas, elle nous donne vraiment un socle et elle va nous permettre, en tous les cas, au niveau de la branche, de cranter nos différents plans d'action et d'être très en réponse et en anticipation des réponses que pourront avoir l'ensemble de nos adhérents. Merci. Julien Durando, côté vous qui représentez les organisations, on va dire, l'une des organisations syndicales, on va essayer de rentrer un peu plus dans les détails et voir comment les salariés perçoivent ces mutations. Et est-ce qu'il y a déjà des éléments qui sont tangibles, on va dire, qui vous permettent déjà de vous rendre compte de ces mutations au sein des entreprises? Est-ce qu'il y a des choses qui sont perceptibles dans la pratique? Est-ce qu'il y a des attentes également des salariés sur ces mutations qui impactent vos branches? Alors absolument. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, on a l'obligation d'avoir une continuité de service qui fait qu'on doit s'adapter au quotidien. Donc, les salariés sont confrontés, à l'heure où je vous parle, à toutes ces problématiques, que ce soit salarié, managé ou manager. Oui. Et pour le coup, la gouvernance de l'entreprise, donc l'employeur. Donc, on est un petit peu tous le monde dans le même bain pour essayer de faire face à cette transformation, ces difficultés. Donc, ce qu'on note sur le terrain, c'est particulièrement les salariés qui sont passionnés et où il y a une forme de solidarité. Ça, c'est bien soutenu, c'est bien partagé. On se soutient. Quelqu'un qui va avoir de la compétence va aider pour monter en compétence le collègue. Donc, ça, c'est reconnu. Ce qu'il faut voir, c'est, comme le rappelait Christelle, la stratégie formation, développement des compétences très, très importante aussi pour pouvoir s'appuyer là-dessus pour justement faire face à ce qu'on a besoin de faire au quotidien, comme le disait Erwan sur les réglementations par rapport à l'environnement. Eh bien, il faut être formé sur les risques industriels. On parlait des techniciens de maintenance, on a des techniciens de maintenance industriels maintenant. On industrialise nos métiers. Donc, on a besoin d'avoir tout ça dans les services d'exploitation. Donc, tout ça, c'est ce que l'on vit aujourd'hui et qu'on vivra encore plus demain parce que ça va s'accélérer. L'étude prospective le dit. Il y a des tensions, oui, il y a des tensions sur l'emploi, on l'a dit. Il faut qu'on trouve des solutions à chaque fois, des recrutements externes. Et à chaque fois, c'est au cas par cas, on va voir. C'est en fonction du territoire. Il y a des territoires qui sont plus faciles à gérer que d'autres. L'offre est plus intéressante à certains endroits que d'autres. Quand j'entendais les dom-toms où c'était 3 fois pire, bon, on voit bien qu'il y en a qui sont plus en difficulté qu'il faut aider. On peut noter aussi des outils, la GEPP. La GEPP est un outil de démarche proactive de la gestion des compétences. Donc ça, on fait des réunions de commission avec la direction par rapport aux revues de personnel pour voir comment ça se passe, pour identifier les endroits où on a besoin par rapport aux compétences. On s'appuie sur ces outils. Et puis peut-être aussi, oui, parler de l'intelligence artificielle, puisque c'est un gros sujet. On voyait quand même que, bon, il y a différentes études, mais il y a un sondage récemment de l'IFOP-ATAM, j'ai m'étais noté, où 79% des Français de plus de 18 ans étaient inquiets face à l'arrivée de l'intelligence artificielle générative. Donc, face à notre modèle de société, il faut accompagner tout ça. Donc, il faut que la filière, la branche, trouve des moyens pour accompagner, proposer des offres de formation, expliquer, parce que je pense que si on ne donne pas de sens, si on n'arrive pas à comprendre dans quel environnement on vit, on subira un petit peu le tsunami qui est en train de se lever.
Merci Julien. Donc vous êtes tous les deux en train de dire en fait que, on va dire, les évolutions sont bel et bien avancées aujourd'hui et que les effets se font déjà sentir déjà aujourd'hui dans le secteur, tant du côté, on va dire, employeur que du côté salarié. En somme, cette étude est venue en fait en quelque part formaliser, poser, cadrer Oui. ce qui se passe déjà dans vos activités et avec vos salariés. Donc, comment aujourd'hui, concrètement, la branche, elle peut donc accompagner les salariés dans ces transformations? Christelle Ross. Alors, accompagner les salariés dans ces transformations, ça passe par un partage des informations aussi. C'est-à-dire qu'au plus l'information sera fluide, transparente, au plus on pourra embarquer l'ensemble des contributeurs à ce changement. Au niveau de la branche, il y a un partage des informations qui se fait, selon les différentes instances. On a les représentants du personnel, aussi les organisations syndicales qui portent, ces sujets. Des accords collectifs aussi permettent de cadrer, certains emplois dits plutôt sensibles ou en mutation, heu, toujours dans cette volonté, d'accompagner le collaborateur, heu, avec des principes de priorité, ça on le voit également quand on discute, avec les partenaires au niveau de la branche. Des formations sont proposées, bien évidemment, on en a déjà parlé, mais je pense qu'on va en reparler encore, un petit peu plus tard, puisque c'est aussi par la formation, que l'on passe des messages forts, hein, quand on a une assemblée, de stagiaires en formation, c'est aussi le moment pour diffuser de l'information, donner des indications et leur, faire savoir tout ce qui existe ou en tout cas tout ce qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir, vivre, du mieux que possible une mobilité, une mutation ou un changement quelconque. Et effectivement, c'est un petit peu ce que j'ai dit, on négocie de toute façon entreprises et partenaires, toujours dans l'intérêt effectivement de nos collaborateurs. Et côté salarié, comment ça se traduit concrètement? Côté salarié, nous, notre rôle, c'est de décliner l'information. Donc cette étude prospective a le mérite d'exister. Nous, on va s'appuyer sur ces résultats pour diffuser l'information. Donc, ce qu'il faut quand même souligner, c'est le travail que vous avez fait à l'Observatoire, hein, Acto, puisque vous avez un site internet, observatoire.fr. acto.fr, voilà, merci, qui permet de retrouver toutes les informations sur ce site internet. Donc, vous avez le panorama de la branche, vous avez les études prospectives, les résultats, et donc c'est grâce à cette matière qu'on va pouvoir après diffuser petit à petit, au fil du temps, les informations pour mettre en place, au travers on parlait des CSE, des réunions CSE tout à l'heure, on va pouvoir le mettre. Dans un même temps, on va suivre aussi cette étude prospective au travers de la Commission nationale, la Commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation, au niveau de la section paritaire professionnelle. Ce sont des instances voilà, au niveau de la branche qui sont là pour suivre l'avancée sur les territoires de cette étude, de ce plan d'action, pour voir comment ça prend sur le terrain. Donc, on fera le lien entre une étude, sa répercussion sur le terrain, puis en remontant pour suivre tout ça. Ce qu'il faut noter dans cette étude pour les salariés, vous me posiez la question, c'est 4 enjeux majeurs. Le premier, c'est accompagner l'impact des mutations technologiques de nos métiers. Le deuxième enjeu, c'est l'attractivité de la branche. On voit que on n'a pas de métier assez attractif, donc il faut voir comment on peut s'améliorer sur ce point-là. Le développement des offres de formation, le déploiement des offres certifiantes aussi, pour essayer d'étayer tout ça.
Et enfin, on avait initié des actions de formation pour répondre aux nouveaux enjeux réglementaires. Donc voilà, on va essayer de caler en regardant les enjeux réglementaires et qu'est-ce qu'on peut mettre en face comme formation pour y répondre. Notamment, par exemple, le risque industriel. On parlait des techniciens de maintenance industrielle tout à l'heure. On fait de la méthanisation. Bon, bah, c'est un enjeu, l'environnement, mais derrière, ça a des conséquences. Donc, il faut pouvoir avoir des offres concrètes qui puissent y répondre. Donc, du coup, si je comprends bien, cette étude, elle vient en fait nourrir votre politique emploi-formation aujourd'hui. À vous entendre, toute la matière qui a été avancée dans cette étude vous permet de mieux décliner, on va dire, ces informations au sein des instances paritaires, parce que j'imagine que, bien entendu, cette étude ne va pas, comment dire, ne vit pas en vase clos. On vous a livré une étude. Donc, comment aujourd'hui cette étude peut venir nourrir votre politique emploi-formation et permettre surtout de garder, comme le disait tout à l'heure Erwan, les 3% de croissance annuelle qui sont prévus sur les 3 prochaines années pour que votre étude garde cette santé en termes de croissance. Au niveau de la branche, si je peux me permettre, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une étude qui va être structurante, qui va être vraiment un plan d'action, une feuille de route sur laquelle la branche va pouvoir s'inspirer et va pouvoir effectivement travailler avec les relais. En parallèle de ça, il faudra un accompagnement, alors un accompagnement délocalisé, puisqu'on parlait tout à l'heure des relais régionaux. d'Acto et des différents partenaires. L'idée pour nous, c'est d'utiliser donc cette étude comme un véritable outil dynamique et structurant pour permettre de rendre notre branche beaucoup plus attractive. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure aussi. On souffre, voilà, on souffre de capter ou de sourcer des talents parce que nos métiers sont peu connus, voire méconnus, alors qu'on a une richesse inouïe dans tous les postes qu'on peut occuper dans notre branche. Ça va nous permettre aussi voilà, de réfléchir ensemble et de créer, alors on a le plan d'action qui va être très certainement présenté tout à l'heure. Oui, tout à fait. Voilà, court terme, moyen terme, long terme. Mais on va bien évidemment utiliser donc ce plan d'action pour accompagner donc cette transformation et forcément accompagner la croissance dont vous faisiez allusion tout à l'heure des 3% de notre activité. Très bien. Et maintenant que vous avez pris conscience à travers cette étude, même si il n'y a pas, on va dire, même si comment dire, les résultats ne vous ont pas surpris, mais même maintenant que cette étude, elle a été livrée, qu'elle vous a permis de rentrer en fait dans un dialogue social de fond avec l'ensemble des partenaires sociaux, comment vous, au niveau de la branche, vous pouvez aussi aider les salariés qui ne perçoivent pas encore l'ampleur de ces mutations qui sont à venir et les aider, les accompagner. Et quel serait le coût de l'inaction si la branche en fait ne réagissait pas au regard de ces évolutions? Christelle. Alors, je pense que l'inaction, elle est même pas envisageable puisque ça serait vraiment dramatique pour l'ensemble des acteurs. Tant sur le champ de l'évolution de nos métiers, de tout. Aujourd'hui, on est en mutation rapide, c'est ce qu'on peut se dire. On a des macro-tendances qui voilà, qui sont bien présentes et on peut en citer quelques-unes, croissance démographique, santé publique, changement climatique. Je pense que tout ça, ça parle à tout le monde. On n'est pas... voilà, on n'a pas besoin d'être dans la branche de l'eau pour être en phase avec cette mutation rapide. Donc, encore une fois, c'est tous ensemble qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on mette nos actions en commun au niveau de la branche et autant les représentants des salariés que les représentants donc des employeurs, nous devons travailler tous ensemble pour aller justement sur cette montée en compétences de nos collaborateurs qui passera
par des plans d'action peut-être spécifiques en région, puisqu'il y a aussi, comme tu le disais, Julien, des spécificités aussi de territoire. Voilà, donc réfléchir aussi à ces spécificités-là. Et puis, encore une fois, je le redis, c'est vraiment en embarquant l'ensemble des acteurs qu'on arrivera à déployer du mieux que l'on peut cette feuille de route proposée par cette étude. Et vous, Julien, avez-vous des exemples de précédents qui peuvent illustrer votre action concrète en la matière, à côté, pour prolonger les propos de Christelle Ross? Alors, par le passé, on a vu un élément qui m'a marqué moi particulièrement, parce que c'était au début de ma carrière, c'était la directive européenne par rapport au branchement plomb. Donc le saturnisme et le fait qu'il fallait plus avoir de canalisation ni de branchement plomb parce que ça pouvait dégager finalement une pollution dans l'eau qui était distribuée, donc il fallait remplacer les branchements. Mais donc là, pour le coup, c'est le législateur qui a mis en place une évolution et tout finalement un secteur qui a dû s'adapter derrière pour faire face à cette nouvelle règle. Et donc là, on a vu le besoin d'avoir donc des entreprises, des services, des équipes pour pouvoir changer les branchements. Donc il a fallu les constituer, monter en compétence les salariés, les former, faire appel à la sous-traitance, augmenter les cadences. Et donc on a pu comme ça faire un gros travail. Et en 15 ans, les chiffres, c'était près de 3 millions de branchements en France qui ont été renouvelés. Et une fois que tout ça a été fait, finalement, et qu'il n'y avait plus de branchement ni de canalisation en plomb, il y avait toutes les équipes en place qu'il a fallu gérer, mais à l'inverse. Et donc, avec tout un processus de reclassement, on en a parlé tout à l'heure, de revue du personnel, pour savoir, les départs en retraite, ça va, tout va bien, mais quand vous avez des jeunes chefs de chantier, où est-ce qu'on les met? Donc, on va plutôt les orienter sur d'autres, des travaux d'investissement, par exemple, pour faire des travaux neufs, ou alors sur d'autres secteurs. Nous, on préfère garder les compétences au sein de la branche de l'eau et de l'assainissement, mais après, on sait bien que dans les TP, on peut aussi trouver des passerelles interbranches et comme ça, des mobilités fonctionnelles et géographiques. Donc, en fait, vous étiez déjà dans une dynamique, on va dire, de gestion des emplois et des compétences, c'est-à-dire que vous étiez déjà dans une dynamique pour pouvoir travailler à la transformation du métier et surtout à aider les salariés à pouvoir se former pour aller vers un autre métier au regard des mutations qui étaient déjà en cours. Et Christelle Ross, en complément de ce que vient de dénoncer Julien, est-ce que vous aussi, vous avez des exemples qui permettent d'illustrer ces transformations? Alors, peut-être deux exemples. Un plutôt côté sécurité sanitaire des réseaux. Donc, quand on aborde tout ce qui est PGSSE, donc plan de gestion sanitaire des eaux, de la sécurité sanitaire des eaux. Typiquement, sur cet axe-là, on a des plans de formation à destination de l'ensemble de nos collaborateurs, puisque là aussi, c'est une pression réglementaire de se mettre en ordre de marche par rapport à ces critères en lien avec la sauvegarde donc de l'environnement, hein, et faire en sorte que l'approvisionnement en eau potable soit dans les critères attendus. Le deuxième exemple, c'est également sur le champ de la formation, mais plus côté détection des polluants éternels. Donc là, pareil, un gros investissement en formation pour accompagner l'ensemble des collaborateurs à être sensibilisés forcément, être en phase au niveau technique, puisqu'il y a quand même une nécessité de faire évoluer les filières de traitement avec des nouveaux traitements comme le charbon actif, voilà. Donc là, typiquement, c'est vraiment un accompagnement de l'ensemble des collaborateurs de la branche pour qu'ils puissent être à l'aise et en adéquation avec cette réglementation. Très bien.
Eh bien, on va maintenant, et merci pour cet échange paritaire autour de cette question de l'impact, des évolutions du métier, du secteur sur vos métiers, parce que c'est vraiment un secteur à enjeu, un secteur non seulement essentiel, mais également un secteur stratégique. Je pense que l'eau, effectivement, tout le monde tout le monde ouvre son robinet, on va dire, tous les jours. Mais en même temps, on a bien vu que c'est un secteur qui était très, très, très peu connu, notamment des jeunes, et malgré, je suppose, les actions que vous pouvez mener au quotidien pour valoriser votre secteur. Donc, on va laisser place maintenant à l'action, si on peut dire les choses comme ça. Donc, merci Anselme. On accueille Anselme l'OPI, parce que ce travail d'étude que l'on mène au quotidien, on ne le fait pas seul, à l'Observatoire, on ne parle pas qu'à nous-mêmes, on parle aussi à d'autres directions au sein d'Acto. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir Anselme Lopi, qui est délégué aux branches. C'est, on va dire, la personne qui a l'interface entre les métiers et la branche. Et donc, Anselme Lopi va nous parler des pistes d'action qui ont été avancées dans le cadre de cette étude. Lors de la préparation de ce webinaire, on a vu que ces pistes d'action s'articulaient autour de 3 grands axes. Donc, le premier, qui est la créativité, le deuxième, la formation, et le troisième, le développement des compétences. Anselme, qu'en est-il vraiment de ces pistes d'action et comment ça s'articule avec l'offre de services d'Acto? Merci Sandra, bonjour à tous. Donc, effectivement, 3 enjeux clés est ressorti de cette étude. Un tout premier enjeu sur l'attractivité de la branche et de ses métiers, et puis aussi un enjeu sur l'effort à fournir sur l'offre de formation initiale et continue. Et de ce fait, le développement aussi des compétences et notamment des salariés en passe va être aussi un enjeu clé pour accompagner la branche sur les profondes mutations qui transforment ces métiers. Et parmi ces 3 enjeux, nous avons mis en avant 15 pistes d'action sur lesquelles nous avons mis en exergue des actions que la branche pouvait mener au regard de l'offre de services qu'Acto propose en termes d'accompagnement de la branche et en termes micro, avec l'accompagnement aussi de nos délégations régionales qui assurent le conseil de proximité en direction des entreprises. Et de ce fait, cette feuille de route est aujourd'hui la feuille de route sur les prochaines années à venir pour la branche de l'eau. Et parmi le tout premier enjeu qui est ressorti de cette étude, accompagner la branche sur les sujets de promotion des métiers et d'attractivité du secteur, nous avons ici une équipe, une cellule dédiée à l'accompagnement de la promotion des métiers. Donc, sur la promotion des métiers, on a un volet national et un volet régional que je vous présenterai un petit exemple tout à l'heure. Et sur la partie nationale, ce que nous avons proposé à la branche, c'est d'une part, dans un premier temps, de travailler sur c'est quoi le secteur. Donc, créer une vidéo secteur qui présenterait la branche en mettant en avant les valeurs environnementales, les valeurs technologiques des métiers, puisqu'on a vu que c'est des métiers où l'intelligence artificielle est beaucoup utilisée. Donc, ça pourrait aussi être quelque chose qui attire de nouveaux candidats dans la filière. On a aussi dit à la branche de miser sur des mots-clés comme métier porteur de sens, métier d'avenir, pour attirer aussi des candidats qui sont venus à cette ambition en tout cas. Et puis, nous avons également dit à la branche d'essayer aussi, afin de fidéliser, attirer et fidéliser ses salariés, de mettre en avant l'évolution professionnelle possible au sein de la branche. Et nous avons aussi, lorsque nous avons des métiers prioritaires à mettre en avant, la possibilité de faire des vidéos métiers sur des métiers stratégiques sur lesquels la branche a des problématiques de tension, mais également sur des métiers stratégiques un peu porteurs, émergents, que l'on a vu éclore dans l'étude. Donc, c'est vraiment cette partie, promouvoir les métiers. C'est quelques exemples sur lesquels on peut accompagner la branche au niveau national. Au niveau local, cette stratégie d'attractivité adoptée par la branche au niveau national va se décliner via nos délégations régionales qui sont vraiment à proximité des entreprises du secteur et
qui travaille aussi avec les partenaires de l'emploi, de la formation et de l'orientation. Donc, d'une part, quand on va mettre à disposition ces vidéos, les délégations régionales vont aussi s'en emparer, assurer de la promotion. Ils participent notamment à des salons régionaux qui sont priorisés sur les thèmes de l'alternance et de l'orientation. Donc, c'est des outils que l'on va mettre à disposition de délégations régionales et ils vont travailler en communiquant aux prescripteurs de l'emploi, aux CFA, aux FA, aux acteurs de l'orientation, les métiers prioritaires de la branche sur lesquels nous avons des besoins de recrutement ou qu'il est important en tout cas d'avoir en tout cas des candidats. Donc c'est vraiment quelque chose qui se décline régionalement et le fait de régionaliser aussi cette offre de promotion des métiers permet aussi de prendre en compte les réalités du secteur et de faire participer même parfois les entreprises à des actions comme j'en ai une en tête, une Occitanie où il y a l'action C'est quoi ton job où la délégation régionale organise la rencontre de demandeurs d'emploi dans une entreprise du secteur pour voilà, échanger sur c'est quoi la filière, la visite d'un site, vraiment mettre en avant les prescripteurs de l'emploi et de la formation sur les métiers qui, en tout cas, recrutent au niveau de la branche et notamment sur les agents techniciens et de maintenance sur lesquels on a de forts besoins de recrutement. Merci Anselme, je vais l'arrêter parce que sinon elle peut longtemps. Donc du coup, là Anselme vient de présenter quelles sont quelques actions, illustrations de quelques actions concernant la thématique de l'attractivité, comment la branche Christelle Ross, à partir de ces éléments qui viennent d'être présentés, quel est le lien que vous faites entre les actions, entre l'offre de services d'acteurs et en fait vos actions, vous, au sein de la commission? Alors, au sein de la commission et de la branche, c'est vrai qu'on en avait discuté un petit peu avec Julien. Le fait que ce soit décliné en région, nous avons au niveau de la branche, chaque entité a des installations en région, donc on pourra bien évidemment diffuser l'information. L'idée pour nous, c'est de faire profiter justement de ce service d'Acto donc à l'ensemble des structures et des collaborateurs. Vous citiez tout à l'heure l'exemple en Occitanie, parce que bon, je connais très bien cette région. C'est quoi ton job? Voilà, donc nous, on l'a un petit peu expérimenté puisque en fait, c'est une action qui est à destination des jeunes. Et donc, depuis le début, on le dit, il faut vraiment qu'on arrive à faire connaître nos métiers, il faut vraiment qu'on arrive à capter des candidats qui nous rejoignent. Donc, c'est quoi ton job? Clairement, c'est une vie, ma vie. Voilà, si on peut le simplifier ou le synthétiser. Et donc, on permet à un jeune ou à des groupes de jeunes, en général lycéens, collégiens, de venir en immersion donc, dans une de nos installations pour se rendre compte du métier et toucher du doigt vraiment les attendus et les objectifs du poste. Un deuxième exemple qu'on pourra, nous, au niveau de la branche, faire décliner aussi en région et promouvoir et diffuser l'info, c'est ce dont vous avez parlé également en coulisses, pareil, un dispositif Acto régional et qui, lui, est à destination des prescripteurs, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc, prescripteurs de l'emploi et de la formation, où là, pareil, l'idée, c'est bien évidemment de les sensibiliser, en tous les cas, sur nos enjeux de métier, enjeux d'attractivité globale, pour que derrière eux, en tant que prescripteurs, puissent aller capter, sourcer, encore une fois, des potentiels talents pour qu'ils nous rejoignent dans nos entreprises de la branche. Et en matière de formation, Anselme, quel type d'action, quelle offre de service propose Acto, peut proposer Acto à la branche et, si possible, un peu plus rapidement que pour l'action d'attractivité? C'est vrai que dans l'étude, on a réalisé effectivement une analyse sur la relation emploi-formation. Et c'est vrai qu'elle a révélé, comme l'a dit précédemment Erwan et Christelle, que l'offre de formation demeure insuffisante sur certains métiers, et notamment sur les agents et les techniciens de maintenance de la filière exploitation technique. Et de plus, dans l'étude, on a révélé que sur ces deux métiers, on avait de forts besoins de recrutement pour l'avenir. Et la couverture aujourd'hui est insuffisante au regard du nombre de candidats
formés sur ces métiers et des besoins en recrutement. Donc, actuellement, l'offre est trop faible pour répondre aux besoins futurs. Donc, la branche appuie de ces constats pour travailler une stratégie emploi-formation sur les métiers et les certifications stratégiques pour les secteurs, que ce soit bien de l'offre initiale et continue pour accompagner d'une part les salariés et aussi orienter, avoir des candidats sur des certifications visant ces métiers techniques. Donc, nous avons, par exemple, présenté à la branche plusieurs leviers d'action en appui aussi avec nos délégations régionales qui servent aussi de relais et de mise en relation. Par exemple, nous avons orienté la branche à parfois intégrer des CPC pour réfléchir à des CPC. CPC, commission paritaire consultative, me semble, si je ne dis pas de bêtises, qui sont en charge de l'adaptation et de la révision des diplômes de l'éducation nationale. Nous avons, la semaine dernière, encore été sollicités sur un CAP agent de l'eau pour aussi avoir un point de vue professionnel sur les compétences et peut-être revoir les modules de formation. Donc, tant qu'en matière qualitative et quantitative, on va en tout cas partager ces résultats avec les équipes territoriales pour qu'ils puissent aussi, à leur échelle de leur région, travailler sur ces orientations stratégiques en termes de certification et de formation avec les acteurs locaux et en impliquant aussi les entreprises territoriales. Un autre point aussi sur lequel on avait aussi orienté la branche, et elle le fait déjà très bien, mais on peut toujours le renforcer, développer aussi le recours à l'alternance. Et nous pouvons aussi orienter voilà, les prescripteurs, les organismes de formation, les CFA et les OFPA qui sont toujours en contact avec nos équipes territoriales pour orienter, prioriser certaines certifications sur les métiers, les certifications prioritaires de la branche. L'objectif final étant d'accompagner les évolutions du secteur par une offre de formation initiale et continue, tenant compte des compétences, des besoins en compétences actuels et à venir, et rendre aussi accessible cette offre à l'ensemble des entreprises. Julien Durando, suite à cet exposé d'Anselme, comment, au-delà de ces actions, comment on répond à l'insuffisance de la couverture de l'offre de formation sur certains métiers? Eh bien, cela doit permettre à la branche de mieux cibler les certifications et les métiers prioritaires, en assurant une communication efficace auprès de l'ensemble de l'écosystème emploi, formation, orientation. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on a noté aussi, c'est que les métiers en tension, par exemple, peuvent être relayés aux partenaires de l'emploi et de la formation, tels que France Travail, le comité régional emploi, formation et orientation professionnelle. On a aussi l'association pour l'emploi des cadres, qui aussi peut être un relais. Des comités régionaux, hein, il faut aussi réfléchir au tissage local. De même, on a les métiers dits stratégiques qui, pour le coup, seront porteurs et émergents. Ils peuvent être transmis aux acteurs du conseil en évolution professionnelle, au niveau de la transition pro aussi. L'objectif, c'est d'orienter l'action publique vers les certifications et les métiers jugés stratégiques pour la branche. Bien. Vous avez parlé de métiers émergents, vous avez parlé de métiers porteurs. Anselme, en 2 mots, parce que l'heure avance. Oui. Et en plus, Julien Durando, on a déjà eu l'occasion de parler des aires de mobilité. Là, dans l'étude, il y a eu 2 métiers, je crois, qui a été identifié comme étant sensibles. Qu'est-ce qu'on en fait de ces aires de mobilité? Alors, très clairement, oui, pendant l'étude, effectivement,
nous avons catégorisé les métiers en 5 typologies. Et parmi l'une d'elles, il y a les métiers licenciés, donc sur lesquels les effectifs vont amener à diminuer. Nous avons effectivement réalisé des fiches d'aires de mobilité pour ces métiers sensibles, qui consistent en gros à tracer des aires de mobilité professionnelle pour sécuriser les professionnels positionnés sur ces métiers. Donc, ça favorise les passerelles métiers, ça donne une visibilité à l'entreprise et aux salariés. Je suis sur un métier sensible, quel est le métier qui, en termes de compétences et d'activités, se rapproche du mien et sur lequel, moyennant un parcours de formation, je peux m'orienter. Et quels sont les 2 métiers qui ont été identifiés dans le cadre de Alors, tout à l'heure, vous avez parlé de l'agent de relève et du chargé de relations clientèle, si ma mémoire est bonne. Et Christelle Rose, quel usage vous allez faire concrètement de ces outils? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en capacité d'aller voir un salarié pour lui proposer, pour l'informer déjà du fait que son métier est sensible et quelle action concrète vous pouvez mener aujourd'hui là-dessus? Alors, si je comprends bien la question, c'est comment on va relayer l'information de l'existence de ces aires de mobilité à l'ensemble des collaborateurs de la branche, c'est ça? Exactement. D'accord. Donc, on se le redit, hein, le plan d'action qui est décliné par Acto et par le travail de cette étude va être pour nous, en tous les cas pour la branche, un outil dynamique, hein, qu'on va utiliser. Je l'imagine bien sur la mobilité interne, donc pousser un petit peu, voilà, en fonction des postes occupés, comme le disait Anselme, si reconnus dans la cartographie métier en tension ou métier sensible. Ça nous est déjà arrivé, hein, d'avoir des métiers comme ça qui évoluent dans les organisations de nos entreprises de la branche. On a quelques exemples. J'en ai un en tête, le métier d'ordonnanceur qui aujourd'hui va beaucoup plus sur des aspects de performance opérationnelle. Donc, on y intègre sur les parcours de formation de l'analyse de data, de la télégestion, voilà, des nouvelles fonctionnalités qui, du coup, nécessitent derrière des formations adaptées. Et tout cela en peu de temps, hein. Donc, nous, la branche, notre rôle, effectivement, c'est de proposer une offre de formation adaptée, sur mesure, en lien avec ces métiers qui évoluent ou ces nouveaux métiers qui arrivent, et faire la promotion avec vous, Acto, de ces différentes solutions, en tous les cas formatives, pour les collaborateurs de la branche. Du côté salarié, quel usage vous en faites de ces outils? Avez-vous des exemples concrets à nous livrer en 1 minute? Très rapidement, le site observatoire-acto.fr, on y retrouve les fiches. Un salarié qui se trouverait exposé à un métier concerné, il pourrait voir dans ses aires de mobilité les différentes passerelles qu'il pourrait y avoir vers d'autres métiers au sein du secteur de l'eau et de l'assainissement, identifier les compétences peut-être à acquérir pour y arriver, donc derrière les formations à demander, à mettre en place. De lui-même, il a des dispositifs personnels qu'il peut utiliser. Aujourd'hui, la formation, elle est accessible vraiment, elle est très ouverte, hein, donc il faut utiliser tous les leviers justement pour anticiper la mutation de sa situation, puisqu'elle ne pourra pas durer éternellement. Donc, moi, je dirais que ce site, donc ce support observatoire-acto.fr permet d'y accéder. Donc, faisons la publicité de l'existence de ces aires de mobilité. Et pourquoi pas, malheureusement, nous, on essaye de garder au sein de la branche les talents, de développer les compétences, mais il peut y avoir aussi des mobilités interbranches. On l'a noté. Donc, il y a évidemment aussi, mais on l'avait dit précédemment, voilà comment ça se traduit. Des possibilités, effectivement, que les salariés aillent dans d'autres branches pour pouvoir exercer, étant donné qu'ils ont acquis des compétences. Nous allons passer à la... Merci Anselme, merci Christelle
Et Julien, nous allons passer à l'étape, on va dire, questions au public. Alors, vous avez, je pense, compris, ou je ne sais pas si on l'a diffusé, vous aviez la possibilité de poser vos questions dans le chat. Donc, on va prendre quelques questions parce que l'heure tourne. Donc, du coup, des questions. Alors, comment rendre ces actions plus visibles auprès des entreprises et pas forcément les plus grandes? Alors, qui veut répondre? J'ai une part de la réponse, une partie de la réponse, mais j'ai pas toute la réponse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il faut descendre au niveau local, régional, pour que effectivement les relais soient actionnés et permettent aux entreprises de prendre connaissance de l'ensemble des supports et des services proposés par Acto. Et c'est vrai qu'il y a aussi un élément qu'on ne vous a pas détaillé, mais c'est vrai que l'étude prospective a fait l'objet d'un questionnaire sur tous les sujets emploi formation évoqués ici, à l'échelle de toutes les entreprises du territoire. Donc, leur vision aussi a été reprise et ressortent de ces conclusions. De plus, notre stratégie, enfin, on l'a réfléchi au niveau paritaire, mais l'objectif, c'est de décliner les leviers à activer et qui ont été priorisés par la branche à court terme, moyen terme, long terme. Donc, on s'attaque au plan d'action priorisé par la branche. On crée des outils et la force d'Acto, c'est d'avoir des délégations régionales qui font le relais auprès des entreprises, qui assurent un conseil de proximité auprès d'elles et qui, notamment, nous, quand on fait une étude prospective, en premier lieu, on la présente à nos délégations régionales, que ce soit les directeurs, les conseillers emploi formation et les responsables d'activités expertise projet pour qu'ils comprennent les enjeux du secteur, les réalités auxquelles ils vont devoir face, les mutations, comment ça impacte. Donc, nos équipes terrain, on leur présente les enjeux de la branche, on leur présente les leviers à activer, les métiers, les certifications prioritaires et sur lesquelles, à l'échelle de leur territoire, ils peuvent aussi mener des actions telles que les actions de promotion. On va prendre une autre question rapide. Les 3 leviers soutenus par Acto, donc l'alternance, la formation, la sécurité et le FNE pour le digital ne couvrent pas la technique du métier. Un accompagnement au recrutement pour une montée en compétence sur le cœur du métier serait sans doute apprécié pour débloquer des situations de sous-effectifs parfois dures à vivre pour un collectif. Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses dans cette question. On s'adresse à cette question. Alors, c'était une de mes parties, les 3 leviers, ou en tous les cas les 3 dispositifs de formation existants à disposition donc pour l'ensemble des entreprises. L'alternance, la formation obligatoire, c'est-à-dire le plan de développement des compétences pour les moins de 50 salariés et le FNE. Plus le digital, bien évidemment, puisque alors c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé, mais aujourd'hui, l'ensemble de l'offre de formation technique branche inclut bien évidemment le digital. Et un accompagnement au recrutement. Peut-être que Acto peut répondre effectivement à cette demande d'accompagnement au recrutement pour une partie peut-être des entreprises. Oui, je rebondis sur le ne couvre pas le technique du métier. Nous avons abordé ce point qui, dans l'analyse de l'offre de formation, nous avons constaté effectivement sur des métiers de technique et d'agents, parfois l'offre de formation ne répond pas aux besoins notamment de recrutement. Et c'est un axe sur lequel nous allons en tout cas accompagner la branche à travailler, à développer les parcours de formation qui permettent en tout cas la montée en compétences des salariés au regard de la transformation de leur métier. Un deuxième point aussi sur l'accompagnement au recrutement pour la montée en compétences. Sur le recrutement, on a aussi le relais, l'accompagnement de nos directions régionales pour activer par exemple une réponse au recrutement. L'alternance, c'est aussi une solution et c'est aussi là où l'État, via France Compétences, flèche en tout cas la majorité des fonds issus de la formation pour soutenir et développer l'apprentissage. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les délégations régionales qui peuvent vous accompagner vraiment sur ces questions emploi formation au niveau local. Et une toute dernière question qui demande une réponse en 20 secondes. Comment se prend une décision au niveau de la branche
de faire une étude ou pas? Y a-t-il un budget dédié secteur? On va s'arrêter à comment se prend une décision au niveau de la branche de faire une étude ou pas. Je laisse y répondre. Mais c'est une volonté de la branche, hein, de savoir comment, en termes de prospective, de faire un constat à un instant T de l'état actuel de la branche. En deuxième temps, de voir les mutations qui l'impactent et comment, en tout cas, cela affecte les emplois, les métiers et les compétences. Aujourd'hui, la branche de l'eau, je pense qu'elle a fait vraiment le constat qu'il y a de grosses innovations technologiques sur lesquelles il va falloir développer les compétences. Et à un instant T, elle se dit, il faut qu'on regarde, voilà, aujourd'hui on est là, comment nos métiers vont évoluer face à cet impact notamment qui est technologique, hein, sur les futurs métiers. Alors, merci. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, du coup, juste un petit rappel, le site Observatoire, il a été cité plusieurs fois. Vous retrouvez les résultats de cette étude en 3 formats, rapport détaillé, synthèse et infographie sur le site Observatoire, observatoire.to.fr. Également, vous pouvez, si vous avez d'autres questions, vous rapprocher d'Ansem Lopi, la déléguée aux branches. Et puis, peut-être un dernier mot à nos partenaires sociaux qui nous ont fait, on va dire, cet honneur de venir participer à ce webinaire. Si le mot de la fin, s'il fallait, on va dire, décrire cette étude, si on le tirait en 2 mots, vous diriez quoi, Julien Durando? Déjà, pour le mot de la fin, merci de votre invitation. C'est très plaisant pour l'exercice. Je dirais que, en une phrase, plutôt, voire un slogan, je dirais qu'il faudrait anticiper pour ne pas subir. Il faudrait se former pour réussir et finalement agir pour construire l'avenir. Très bien. Je laisse la parole à Ça Christelle. va être dur de passer après Julien, mais je reprendrai ta dernière phrase parce que c'est celle qui m'anime le plus. Il faut agir clairement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'étude prospective, elle a toute sa valeur et on vous en remercie. Au niveau de la branche, il y a un plan d'action qui est défini, il y a des priorités. On a bien fléché ou en tous les cas identifié les populations cibles. On sait où est-ce qu'on où est-ce qu'on doit s'améliorer aussi par rapport à nos actions et nos enjeux. Maintenant, il faut agir, quoi. Voilà. Moi, si j'ai un seul mot pour un mot de fin, c'est le verbe agir. Voilà. Écoutez, merci à vous, merci à tous. Je tiens à remercier avant de conclure ce webinaire, d'abord les entreprises qui ont été mobilisées tout au long de cette étude. Tout simplement. Les partenaires sociaux, alors pas que ceux qui sont représentés là aujourd'hui, mais tous ceux qui ont contribué à l'élaboration de cette étude au cours de toutes les réunions, COPIL, COTEC, voilà, pour pouvoir réaliser cette étude, les équipes d'Acto, Ansem, Erwan et d'autres directions également qui participent à la réalisation des pistes d'action, ainsi que le cabinet ACTEIS, on ne l'oublie pas, qui nous a accompagnés tout au long de cette étude et plus particulièrement Samuel Bello, qui s'y écoute effectivement ce webinaire en replay, parce que vous pourrez écouter ce webinaire en replay si vous voulez, et ce sera sur le site Observatoire à côté des études. Bien, écoutez, je vous souhaite et merci à tous ceux qui ont bien entendu participé et nous ont écoutés. J'espère que ça vous a permis d'apprendre, voilà, d'apprendre des choses très intéressantes sur la branche des services d'eau et d'assainissement, et je vous souhaite un bel après-midi. Bel après-midi, au revoir. Au revoir.